enfin, qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à ce que tu connaissais au niveau des filières et maintenant, enfin, avec tes nouvelles connaissances, comment tu t'as mis en place quelque chose de différent en fait depuis que tu as ces connaissances sur les filières? Ouais, alors comme je te disais, je pense que les méthodes de travail, les types d'entraînement, les types de séances utilisées, ils n'ont pas beaucoup changé. Mais après, la réflexion derrière de pourquoi je le fais, je pense que la plus grande, les deux plus grands changements qui se sont passés pour moi dans ma compréhension des choses, c'était le concept des filières très dissociées, genre tu as des filières dans le corps et puis les filières, elles produisent de l'ATP, à vraiment, on va dire, euh, intégrer le concept des filières là où elles résident, c'est-à-dire dans les fibres musculaires. Et de se dire qu'on connaît le principe de taille de Henneman et on sait comment fonctionne le recrutement des différentes unités motrices et donc des différentes fibres musculaires par rapport à une intensité d'effort, par rapport à une durée, par rapport à un état de fatigue, etc. Et de se dire que différentes fibres musculaires ont différents profils, différentes stratégies de resynthèse de l'ATP. Si pour parler très très simplement, tes fibres de type 1, elles ont des stratégies d'oxydation des graisses et du lactate de manière prédominante, avec des fibres de type 2, A et X, qui ont un profil glycolique ou glycolytique beaucoup plus développé et peut-être un petit peu plus de réserve d'ATP, etc., pour même les 2X, et de se dire que suivant l'intensité de travail que tu vas fournir ou qui doit être fourni, eh ben, tu vas taper dans une catégorie différente et que donc les stratégies énergétiques sont différentes. Ça, c'était la première. Et la deuxième, c'était la réalisation que les trois filières énergétiques ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. On parle de la filière aérobie qui a besoin d'oxygène, oui, certes, mais, et ça, justement, j'ai eu l'occasion de passer en revue tout ça hier pour le module que je suis en train de monter. J'ai 5 ou 6 études sous la main qui montrent un lien extrêmement fort entre la disponibilité de l'oxygène et la resynthèse, par exemple, de la phosphocréatine, en disant plus ou moins que la phosphocréatine, elle ne fonctionne pas ou elle ne se resynthétise pas en l'absence d'oxygène. Donc là, déjà, tu as un lien qui est assez fort. Et après, pour la troisième, si on parle de glycolyse, de glycogénolyse, donc de l'utilisation des sucres et du glucose et du glycogène, à l'issue de ça, tu as du lactate. Et le lactate, il ne peut pas être recyclé sans oxygène. Soit dans la fibre en elle-même, soit dans une fibre adjacente, soit être recirculé dans la circulation pour être ensuite oxydé autre part ou même resynthétisé en glucose dans le foie, ou alors oxydé dans un muscle non impliqué, par exemple. Et donc, en gros, il n'y a rien qui fonctionne sans l'oxygène. Et donc, avec ça, c'est là où vraiment j'ai dû, on va dire, ressortir au niveau focal de se dire, voilà, il y a les filières. Maintenant, en fait, le conditionnement, c'est pas les filières, c'est les filières, certes, mais c'est aussi tous les systèmes qui ont à faire avec l'absorption, le transport et l'utilisation de l'oxygène. Et donc, je pense que c'était ça la plus grande différence, entre guillemets. Et donc, je suis passé de me soucier de quelle filière je suis en train d'utiliser et de travailler, à me dire comment est-ce que le mec respire, qu'est-ce que le cœur est en train de faire, comment est-ce qu'il récupère au niveau nerveux, comment ça se passe, et d'essayer d'ajouter toutes ces facettes-là, en fait, à l'idée de, voilà, il y a des filières, oui, il y a des filières, mais où est-ce qu'elles résident, quand est-ce qu'elles fonctionnent, toutes dépendantes de l'oxygène, et donc penser un petit peu plus grand dans ce cadre-là. Dis-moi si j'ai répondu ou si tu veux que j'aille plus loin sur quelque chose. Ouais, ouais, t'as répondu, mais ce que je veux savoir aussi surtout, c'est qu'est-ce qui a changé sur le terrain concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Voilà, parce que là, c'est ce que toi, t'observes, mais Mm. concrètement, est-ce que tu as modifié peut-être ta planification ou la programmation de tes séances par rapport à ces nouvelles connaissances? Ouais, déjà, je pense que ce qui a changé, la chose principale qui a changé, c'est avoir un esprit une tentative d'avoir un esprit beaucoup plus objectif sur l'analyse d'un programme d'entraînement tel qu'il est fait par peut-être quelqu'un d'autre, et de se dire, est-ce qu'on a toutes les pièces? Est-ce qu'on travaille sur tous les différents paramètres physiques et physiologiques qui doivent être développés pour cet athlète? Je pense que c'est peut-être quelque chose qui semble évident, mais je pense que pour moi, de me refocaliser là-dessus, ça m'a permis de vraiment gagner pas mal en précision, en me disant, voilà, qu'est-ce qu'on travaille déjà, qu'est-ce qu'on ne travaille pas encore, et d'avoir en gros une meilleure compréhension de tout ce qu'il faut travailler ou faudrait travailler, dans quel contexte et pour quel athlète, pour se dire, est-ce qu'on coche toutes les cases?
sans nécessairement avoir besoin de changer les méthodes d'entraînement sur des sprints, des répétitions de sprint, du conditionnement en continu, en fractionné, etc. Mais simplement de se dire, est-ce que déjà on coche toutes les cases et après, je dirais, deuxième chose qui a changé sur le terrain, c'est de me dire de quoi a besoin cette personne-là à ce moment-là, de par son profil. Et de se dire que si on voit, d'après ce qu'on a pu mesurer ou quantifier, qu'elle est déjà forte dans tel et tel aspect, eh ben, juste refaire ce type d'entraînement tout le temps, juste parce que les gens le font et parce que c'est comme ça, c'est peut-être pas pertinent. Peut-être qu'on perd un petit peu de temps, peut-être qu'on perd des billes et puis on pourrait les mettre autre part. Donc ça, c'est une autre chose. J'essaie de penser à d'autres choses que j'ai changées au niveau. Je pense, ouais, une autre chose que j'ai changée, c'est la façon dont j'applique certains entraînements ou protocoles d'entraînement que j'aurais déjà utilisés dans le passé et de plus me poser la question qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de changer, quel est l'effet, quelle est l'adaptation qu'on est en train d'essayer de créer et de me dire est-ce que mon entraînement il est en train de faire ça et comment est-ce que je peux déterminer ça. Par exemple, peut-être des trucs tout bêtes, mais d'autoréguler un entraînement par rapport au ressenti de la personne, parce que surtout si dans le contexte d'un athlète qui n'est pas professionnel ou extrêmement bien entraîné, toi, ce que tu as réfléchi comme séance pour eux à ce moment-là, tu as dit, voilà, on va faire, je sais pas, 8 intervalles ou 10 intervalles de temps et temps. Est-ce que c'était pertinent pour cette personne à ce moment-là? On sait que voilà, c'est toujours dangereux de prendre des séances de chez les pros puis d'essayer de les faire faire à monsieur et madame tout le monde. Mais se dire, voilà, pourquoi est-ce que ces séances fonctionnent pour les pros? Comment est-ce que je peux l'adapter pour mon client, ma cliente ou mon athlète à son niveau et quand même avoir les adaptations que je recherche. Je pense que c'est certainement ça la plus grande différence. C'est plus me poser la question qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi et est-ce que mon entraînement il est en train d'avoir cet effet-là à ce moment-là. Je pense que donc ça n'a pas changé grand-chose à mes méthodes en gros, mais ouais, comme je disais avant, la façon dont je les juge et je les appréhende peut-être. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux juste, poser une question du coup par rapport à tout ça? Vas-y. Quelles sont les cases du coup que tu vérifies si elles sont cochées ou pas et quelles sont les cases pouvant être cochées entre guillemets? Donc quels sont les paramètres que tu... Enfin, la désaturation, la capacité à respirer correctement, etc. Enfin, à quoi tu fais attention du coup? Tu dis sur un profil complet? Ouais, enfin, quels sont les paramètres sur lesquels nous on pourrait faire attention? Et du coup, ça dépend du sport forcément, mais vraiment la liste entre guillemets des paramètres, si c'est possible. Alors ça dépend de qui tu regardes et dans quel contexte et pourquoi. Bien, Ça dépend du protocole de test, ça bien dépend sûr. du sport que la personne est en train de pratique ou doit pratiquer. Je pense que ça c'est déjà une très très bonne base de travail. C'est de se dire voilà, par exemple j'ai un client qui fait du vélo, qui fait du cyclisme. Est-ce que je comprends assez bien le monde du cyclisme et l'entraînement en cyclisme pour juger déjà de leur planification ou de la planification que moi je leur propose et après un des plus grands problèmes que je vois, c'est sur des, et là je vais parler, on va dire, de manière un peu plus spécifique de tout ce qui touche à l'endurance et peut-être aussi au CrossFit, c'est la gestion de l'intensité. Je pense que, et on en parlait juste avant avec Fred, l'idée de l'approche polarisée, elle est extrêmement populaire dans les sports d'endurance. On voit beaucoup de nations maintenant qui, à haut niveau, ne font quasiment que ça, quasiment toute l'année, et qui ont des gros résultats à montrer avec ça. On parlait avec Fred de l'intégration de ce principe dans des sports collectifs. Je l'ai vu récemment être présenté et pour une application dans le tennis, par exemple. Donc, je pense déjà à ce niveau-là, il y a pas mal il y a pas mal de travail à faire. Beaucoup de gens, alors là, c'est une généralité, mais voilà, si on pense au monde du CrossFit, par exemple, et je sais pas à quel point vous me connaissez, donc juste pour être clair, je veux pas mettre le pied sur le CrossFit ou parler mal. J'ai énormément de respect pour ce monde-là et j'adore tout ce qui vient, pas tout ce qui, la plupart des choses qui sortent du CrossFit ou qui s'y passent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne beaucoup trop dur, beaucoup trop souvent. Et donc déjà là, d'avoir un petit peu de réflexion sur quelle intensité tu mets sur ces différents entraînements. Est-ce que tu passes du temps à basse intensité? Est-ce que tu prends soin de ta récupération? Donc, pour moi, les cases à cocher de manière générale,
pour être très, très général, tu as tout ce qui est entraînement de vitesse, tout ce qui est entraînement type puissance, tout ce qui est entraînement type force, tout ce qui est entraînement accessoire, hypertrophie, préhab, réhab, peu importe comment on veut l'appeler. Après, il y a tout le travail de récupération et ça, c'est très, très individuel. Mais je pense que ce soit du yoga, que ce soit du pilates, qui n'est pas vraiment récupération, on s'entend, mais peut-être pour le dire autrement, des disciplines qui sont plus tournées vers l'intérieur que vers l'output, que vers le rendu d'effort, où tu as un petit peu plus d'introspection, tu passes un petit peu plus de temps à penser à toi-même et à ton corps et à comment il fonctionne et pourquoi ou pas. Donc, tout ce qui est yoga, méditation, relaxation, massage, sauna, bain froid, toutes ces choses-là. Je pense que, et après, pardon, conditionnement aussi, bien sûr, tu as le travail de basse intensité, tout ce qui est travail d'intervalle, tout ce qui est travail de moyenne et haute intensité, pour donner un petit peu le spectre général. Et après, il faut se dire, ben voilà, qui c'est que j'ai devant moi, de quoi ils ont besoin pour performer dans leur sport, de quoi ils ont besoin pour rester un athlète équilibré également. Ça, je pense que c'est une plus-value qu'on peut apporter à tous les gens avec qui on travaille, de vraiment se dire, de rien prendre pour acquis et de se dire, mais est-ce qu'il pourrait faire un petit peu mieux si, tu vois, est-ce qu'un tel pourrait faire un petit peu mieux s'il faisait 2 fois 20 minutes de yoga dans la semaine parce qu'ils sont tendus comme un slip et parce que bah ouais, ça leur fait du bien de lâcher un petit peu du mou de temps en temps. Et c'est peut-être pas quelque chose auquel nous on pense parce que bah, personnellement je suis pas formé en yoga, donc c'est pas moi qui vais mais et je sais que bien sûr on peut en tirer beaucoup plus par respect pour les instructeurs de yoga, on peut en tirer beaucoup plus si on travaille avec quelqu'un en présentiel, mais voilà, pour monsieur et madame tout le monde qui a peut-être un petit peu de temps, mais peut-être pas plus d'argent parce qu'ils nous payent déjà nous, et puis déjà ça fait un investissement, et ben voilà, il y a des vidéos sur YouTube, tu peux faire 20 minutes de yoga le soir, ça te fait du bien. Donc je pense que c'est rien de révolutionnaire en fait. C'est vraiment tous les différents éléments qu'on connaît déjà, mais vraiment les juger au sens large et se dire, voilà, est-ce qu'on coche toutes les cases ou est-ce qu'il y a quelque chose à optimiser de ce côté-là? Est-ce qu'on peut faire mieux au niveau de la gestion de l'intensité pour une raison ou une autre? Je dirais que c'est principalement ça, ouais. Super bien. Juste, je prends un aparté. J'ai beaucoup aimé ton discours. Tu as fait écho à pas mal de trucs qu'on a vus dans le mentorat, ou en tout cas, j'ai essayé de partager. Mon but dans le mentorat, comme je t'avais expliqué, c'est pas de donner un système ou quoi, c'est d'essayer de faire réfléchir et de voir des choses. Mais tu as fait écho à un post que j'ai fait hier sur la basse intensité. Okay. Où, je dis voilà, la haute intensité se construit avec le bas de la pyramide qui est la basse intensité. Pour moi, c'est peut-être la chose que j'ai le plus changé sur mes 15 ans de carrière, entre guillemets. C'est que j'avais eu des mentors au début de ma carrière qui m'avaient axé sur la haute intensité, l'explosivité, la vitesse. Le rugby est un sport de puissance. Donc, on faisait ça tout le temps, haltéro, enfin, que des trucs d'explosivité, de force, etc. Et j'avais, à un moment donné de ma carrière, complètement délaissé la basse intensité, ce qui a été une erreur de ma part. Et je suis revenu dessus plus tard. Et même dans mon entraînement, alors, quand j'étais un peu plus jeune, ben, ça faisait, enfin, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais quand j'ai commencé à prendre un peu d'âge, que j'ai continué à m'entraîner tout le temps avec des trucs explosifs ou lourds, ben, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas très bien. Donc, je suis revenu à une base de la pyramide basse intensité. Donc, tu as fait écho à un post que j'ai fait hier sur Instagram sur la basse intensité, où j'ai fait pépère 1 heure de rameur tranquille à 19 strokes par minute, facile. Ouais. Quelque chose que j'aurais été incapable de faire il y a 10 ans. Ouais. L'idée générale de la planification, périodisation, programmation que j'ai essayé de faire, de transmettre ici, c'est j'évite, moi, de positionner la planification, périodisation, programmation avec des blocs, PPG, etc., etc. On va faire le spécifique. Bien sûr que ça fonctionne comme ça, mais ma question première et celle que je demande de poser, c'est de quoi a besoin l'athlète maintenant, en fait. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que il soit un peu meilleur. Et puis ensuite, si on y arrive, ok, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire derrière. Bon, il a amélioré ça, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut travailler? Ça, c'est un peu l'idée générale, même si je n'ai pas abandonné les concepts de
de préparation générale, etc. Mais en tout cas, tu as fait écho à ça. Et j'ai très peu de personnes en coaching privé à distance, je n'ai pas le temps, mais les rares que j'ai, je fonctionne sur des programmes avec activité yin, activité yang, pour reprendre un peu la terminologie des Chinois, où je leur demande justement sur certaines journées, ton entraînement, c'est de choisir une ou deux activités yin, et dedans, il y a la marche en nature, il y a le yoga, il y a une séance de stretch à la maison en écoutant de la musique calme. Et c'est quelque chose, en effet, moi je le vois dans le milieu pro. Les gars, on a énormément de mal à les amener vers ces activités-là, alors que je pense qu'elles feraient un bien fou et peut-être amèneraient de meilleures améliorations que de courir plus vite, enfin, de faire des séances de sprint ou de faire des séances de muscu ou de plaquage. Mais bon, en tout cas, tu as fait écho à ça et je pense que le sportif de haut niveau, enfin, en tout cas dans la discipline du rugby, il est tout le temps dans le yang. Il s'entraîne dur, Ouais. la muscu, le terrain, il faut qu'il y ait du contact. S'il n'y a pas de contact, ce n'était pas une bonne séance. Si la muscu n'était pas dure, ce n'était pas une bonne séance. Et puis, play hard, train hard, play hard, party hard. Voilà, même quand ils sont en soirée, c'est jamais une bière, c'est 30. Donc, en fait, ils sont toujours dans les excès. Mais je pense que d'aller Ouais. un peu dans le yin leur ferait du bien. Donc, Non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça leur amènerait certainement beaucoup et je pense que c'est un peu dans la veine de ce qui se passe en CrossFit en ce moment de manière générale ouais. pour des athlètes peut-être amateurs d'un bon niveau, certes, mais qui passent leur temps à s'entraîner. Ils s'entraînent peut-être certains jours deux fois par jour. Donc, t'es déjà, je sais pas, 6, 7, 8 entraînements semaine. Et après, tu regardes leur planification en récupération et il n'y a rien, quoi. Ils font même pas 1 heure ou deux de basse intensité dans la semaine. Stretching, massage, ils n'ont pas le temps. Donc, comme tu dis, je pense que moi, alors, c'était certainement, et j'ai oublié de le mentionner avant, mais comme tu le dis là, je vais le remettre en avant. C'était une de mes réalisations aussi avec tout ce travail que j'ai fait, c'est l'importance de la basse intensité. Ça, c'est clairement une chose qui est ressortie pour moi. Et personnellement, par exemple, alors, je travaille beaucoup, donc j'essaie d'organiser mes séances au mieux, mais j'essaie de faire en sorte que je mérite ma séance de haute intensité sur le vélo en faisant 3 ou 4 avant à basse intensité. Et si j'ai pas fait mes 3-4 séances de basse intensité dans la semaine, ben, j'ai pas à aller chercher à me mettre dans le rouge parce que au final, on sait l'effet positif qu'a le travail de basse intensité. Certes, le travail de haute intensité en a aussi, mais il a un coût également. Et quand tu travailles beaucoup, quand tu dors pas beaucoup, ce qui est le cas de beaucoup de nos clients aussi, de beaucoup de nos athlètes, etc. Et ben, des fois, d'y aller pépère, comme là, après cet appel, je vais me poser sur le vélo pendant 40 minutes, peut-être 30, on verra. Et après, je vais me faire un petit stretching et puis après, je vais aller me coucher. Mais je sais qu'à l'époque, j'aurais fait, ah non, il faut que je fasse un truc dur, etc. Mais je pense, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la basse intensité reste sous-cotée. Après, c'est clair qu'il faut savoir la contextualiser. Par exemple, dans le rugby, il faut dire aux mecs d'aller courir 10 kills 4 fois par semaine. C'est pas ce qu'il leur faut. Mais je pense qu'il y a des manières intelligentes de l'amener, de le rendre ludique aussi, de varier un petit peu les plaisirs et en même temps de vraiment, comme tu l'as dit, construire cette base sur laquelle tout va reposer à haute intensité. Je pense que d'avoir creusé un petit peu dans le cyclisme, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. C'est le volume de fond que les mecs ils font en hors-saison et ce qui leur permet ensuite de tolérer en fait les intensités qu'ils vont mettre plus tard dans la saison et de se dire, voilà, sans aller complètement de ce côté-là où ils font des mois sans aucune intensité et après ils remettent le pied au plancher. Je pense qu'il y a une manière un petit peu plus, entre guillemets, alors je ne dis pas que c'est pas intelligent, mais c'est juste comme ça que ça a été fait pendant très longtemps. Mais voilà, d'avoir une approche un peu plus verticale en termes d'avoir un petit peu tout au long de l'année, mais de l'organiser intelligemment par rapport à la période dans laquelle on se trouve, aux échéances compétitives, etc. Mais ouais, c'est clair. Basse intensité et récupération, c'est chiant parce que voilà, t'as pas l'impression de travailler dur, t'as vraiment l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais si tu arrives à passer cette barrière-là au niveau mental, je pense que tu as déjà gagné beaucoup, l'athlète a déjà gagné beaucoup, et si nous, on arrive à leur communiquer ça, ils iront beaucoup plus loin, et même s'ils vont pas beaucoup plus loin, ils le feront beaucoup plus longtemps, et sans perdre trop de plumes au passage, je pense.